Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à votre première édition d'information de ce 1er mars 2016 sur Canal 7, la télévision panafricaine. Ouvrons ce journal en bref et en image au Sénégal où l'ancien président tchadien Hissène Habré, réfugié à Dakar depuis 1990 et accusé de crimes contre l'humanité, a été arrêté et placé en garde à vue ce dimanche dans le cadre d'une enquête ouverte par un tribunal spécial créé pour le juger. Un des avocats de M. Habré, maître El Hadji Diouf, a affirmé sur une radio locale que l'ex-dirigeant venait d'être arrêté par des gendarmes à son domicile à Dakar et conduit vers une destination inconnue. Le responsable du parquet des chambres africaines extraordinaires, le tribunal spécial chargé de juger Habré, a quant à lui ajouté qu'ils ont demandé son arrestation dans le cadre de l'instruction et le dossier sera soumis au juge d'instruction pour un réquisitoire. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'informations au courant de la journée. Toujours en bref et en image, cette fois à Brazzaville, les autorités de Brazzaville ont justifié hier lundi le refoulement d'un chercheur d'Amnesty International reprochant à l'Organisation de défense des droits de l'homme de faire des rapports à charge contre le Congo. Selon une source gouvernementale, les responsables d'Amnesty International font des rapports à charge sur le Congo. C'est le cas avec l'opération Mbataya Bakolo, une opération qui a permis le rapatriement de milliers de ressortissants de la République démocratique du Congo en 2014. Amnesty International a jugé inacceptable samedi dernier le refus des autorités de Brazzaville de laisser entrer un enquêteur dépêché pour assurer un suivi indépendant de la situation des droits de l'homme avant la présidentielle du 20 mars prochain. Et dans le cadre de la campagne contre la corruption, le gouvernement nigérian a annoncé que le ministère nigérien des Finances a supprimé quelques 20 000 fonctionnaires fantômes et réalisé ainsi plusieurs millions de dollars d'économies mensuelles. Ces salariés fantômes ne représentent qu'une partie du personnel non existant qui touche chaque mois des salaires dans la fonction publique, a indiqué ce dimanche dans un communiqué Festus Abanki, conseiller du ministère des Finances. Ces mesures qui font partie d'un vaste plan de lutte contre la corruption et les dysfonctionnements dans le secteur public doivent contribuer à renforcer les ressources budgétaires de l'État mises à mal par la baisse des cours du pétrole, a souligné le ministère. Parlons de politique au Gabon, le président de la République Ali Bongo Ondimba s'est déclaré hier lundi candidat à la prochaine élection présidentielle. C'est donc dans l'Ogooué maritime, la capitale économique du pays, que l'actuel chef de l'exécutif a choisi de lever toute zone d'ombre sur sa participation prochaine à la course à la magistrature suprême. Dina Koussou nous en parle dans ce reportage. C'est pourquoi, avec la grâce du Tout-Puissant et la bénédiction de nos ancêtres et le soutien de tous, je vous annonce ma candidature à l'élection présidentielle de cette année. Par ces mots, le chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba a rompu avec le silence dans lequel était plongée la communauté nationale et internationale sur son éventuelle participation à l'élection présidentielle qui pointe à l'horizon. Après de nombreux appels à candidature lancés par les militants du Parti démocratique gabonais et certaines associations politiques, le président de la République vient de mettre fin aux doutes qui planaient sur sa candidature à la grande messe électorale. C'est en compagnie de la première dame du Gabon qu'il a tenu à expliquer les raisons de sa candidature. Je suis candidat pour garantir à notre jeunesse un avenir meilleur en lui permettant de recevoir une éducation et une formation adaptées aux besoins de notre développement. Je suis candidat pour donner plus d'emplois décents aux jeunes. Je suis candidat pour protéger davantage la femme gabonaise et accroître son autonomisation. Je suis candidat pour que la retraite ne soit plus considérée et vécue comme une fin de vie. Je suis candidat pour briser le cercle de l'inutilité, pour lutter avec détermination contre les privilèges indus et bâtir un meilleur vivre ensemble fondé sur l'inclusion, la méritocratie. Ali Bongo Ondimba a invité tous les Gabonais à se mobiliser pour la construction du Gabon. Et dans les rues de Libreville, nos reporters ont sillonné la capitale gabonaise en vue de recueillir les réactions des populations gabonaises sur l'annonce de candidature à la présidentielle de cette année, faite hier matin par le chef de l'exécutif gabonais Ali Bongo Ondimba dans la province de l'Ogooué maritime. Écoutons ces quelques réactions. Et de 5 pour le président gambien Yahya Jammeh, au pouvoir depuis 21 ans, qui a été investi ce vendredi 26 février par son parti pour briguer un nouveau mandat à l'élection présidentielle prévue en décembre 2016.
Arrivé au pouvoir en 1994 à la suite d'un coup d'État militaire, le despote fantasque a déjà été réélu à 4 reprises à la tête du petit État, presque enclavé dans le Sénégal. Continuons d'être au service du peuple de Gambie et gardons notre détermination à mieux le servir et lui donner les standards de vie parmi les plus élevés dans le monde, a lancé le chef d'État à ses partisans lors de ce congrès de l'Alliance pour la réorientation et la construction patriotique à Kanilai, sa localité natale dans l'ouest du pays. Il ajoute à cela qu'il ne permettra aucun reproche en allusion aux critiques de pays occidentaux et de défenseurs des droits de l'homme sur la limitation de mandat en Gambie. Yahya Jammeh a par ailleurs ajouté que l'opposition pouvait boycotter les élections mais n'avait pas le droit de déstabiliser le pays. Le scrutin du 1er décembre doit précéder les élections législatives prévues le 6 avril 2017. Le régime de Yahya Jammeh, accusé par des ONG de disparition forcée, assassinat, exécution extrajudiciaire et harcèlement de la presse et des défenseurs des droits de l'homme, accusations qu'il a régulièrement rejetées. Voilà, mesdames et messieurs, nous reviendrons sur les réactions de la population libre-villageoise sur la nouvelle candidature du président Ali Bongo qui a été déclarée hier matin à Port-Gentil. Donc nous reviendrons sur cet élément au courant de la journée. Mais cette fois, vous aviez plutôt suivi le reportage sur la Gambie où, après 21 ans au pouvoir, le président Yahya Jammeh a été investi par son parti pour briguer un nouveau mandat à l'élection présidentielle prévue en décembre 2016. C'était avec la voix de Iva Mbala. Diplomatie à présent, le président turc Recep Tayyip Erdogan est arrivé dimanche dernier en Côte d'Ivoire pour une visite de 48 heures, première étape d'une tournée en Afrique de l'Ouest pour renforcer les liens avec la région. Maria Biogou nous en parle dans ce reportage. Le numéro 1 turc est arrivé en Côte d'Ivoire, première étape d'une tournée africaine de 48 heures. Cette tournée devra permettre à la Turquie d'approfondir son partenariat stratégique avec l'Afrique et de développer ses liens avec les pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Une délégation de plusieurs hommes d'affaires turcs accompagne le couple présidentiel et participe ce lundi à un forum économique à Abidjan. Les deux pays avaient en mars 2015 signé une dizaine d'accords lors de la visite du président ivoirien Alassane Ouattara à Ankara et Istanbul. Des accords qui ont débouché sur un bond des investissements turcs en Côte d'Ivoire passé de 150 millions de dollars en 2008 à 390 millions de dollars en 2015. De nouveaux accords de coopération devront être signés entre Abidjan et Ankara lors de cette visite. L'ambition des autorités turques étant d'étendre la présence turque en Afrique, la compagnie aérienne nationale Turkish Airlines, qui dessert des dizaines de destinations sur le continent, en est la démonstration. Après Abidjan, le président turc doit se rendre au Ghana, au Nigeria et en Guinée. Et restons sur le volet diplomatique de ce journal. Rabat et Berlin souhaitent améliorer leur coopération dans la lutte contre le terrorisme. C'est du moins ce qui ressort de la visite du ministre allemand de l'Intérieur, Thomas de Maizière, qui, aux côtés de son homologue marocain Mohamed Assad, a déclaré vouloir signer de nouveaux accords dans ce domaine. Dina Koussou pour les détails. Rapatriés au royaume chérifien des ressortissants marocains qui seraient arrivés en Allemagne en 2015 en se faisant passer pour des réfugiés syriens, c'est l'une des raisons de la visite du ministre allemand de l'Intérieur à Rabat. Durant la réunion de travail entre les ministres de l'Intérieur marocains et allemands, les deux délégations sont tombées d'accord pour conjuguer leurs efforts contre le terrorisme. Nous avons convenu de signer rapidement un nouvel accord en matière de sécurité globale qui englobe toutes les formes de lutte contre les criminalités, particulièrement contre le phénomène du terrorisme. Nous avons atteint un accord politique sur la sécurité que nous avons négocié pendant plusieurs années et que nous allons maintenant finaliser. Il couvre différents domaines de la coopération dans la lutte contre le terrorisme international, la lutte contre la contrebande, les trafics, la lutte contre la criminalité organisée et la lutte contre la migration illégale. Restent quelques détails techniques à échanger avant de pouvoir signer. Selon Mohamed Assad, le ministre marocain de l'Intérieur, la coopération se poursuit aussi sur les questions liées au flux des réfugiés. Nous avons également convenu de coopérer pleinement pour que des personnes mal intentionnées utilisent le flux des réfugiés qui va vers l'Allemagne en ce moment pour passer comme des réfugiés. Il y a quelques personnes qui sont parties du Maroc dans ce cadre-là. Pour l'instant, celles que nous avons identifiées ne sont pas très nombreuses. Après leur séance de travail, la signature d'accord devra entériner toutes les décisions prises.
Le président tunisien Béji Caïd Essebsi a reçu hier lundi à Carthage l'ancien Premier ministre français et maire de Bordeaux, Alain Juppé. Ce tête-à-tête qui mettait un terme à une visite de 2 jours a été l'occasion pour le candidat à la primaire de la droite pour la présidentielle de saluer la transition politique de la Tunisie. Abdelaziz Maïga. En pleine opération de séduction au Maghreb, le maire de Bordeaux a été reçu par le chef de l'exécutif tunisien, Béji Caïd Essebsi. Un enjeu pour le candidat à la primaire de la droite qui part à la reconquête d'un électorat binational historiquement de gauche. En parallèle, 5 ans après le printemps arabe, l'ex-premier ministre français s'est dit admiratif du chemin parcouru par la Tunisie. Beaucoup de chemin a été parcouru ici sur la voie de la démocratie et les progrès de la Tunisie suscitent chez moi beaucoup d'admiration. Je sais que beaucoup reste à faire encore, que les défis à relever sont considérables. D'abord dans la lutte contre le terrorisme, où nous sommes solidaires, bien sûr, puisque nous aussi avons été victimes de terribles attentats tout au long des mois qui précèdent. Aussi, Alain Juppé a exprimé le soutien permanent de la France à la Tunisie, affirmant la nécessité d'approfondir davantage les relations bilatérales, notamment dans les domaines économiques et sécuritaires. La coopération sécuritaire entre la France et la Tunisie est bonne et il faut évidemment la renforcer. L'autre défi, c'est le défi économique, qui est lié d'ailleurs au précédent, puisque le terrorisme a fortement affecté l'économie de la Tunisie. Nos destins sont liés, vous savez combien je suis attaché à cette relation de part et d'autre de la Méditerranée. Un peu plus tôt, Alain Juppé s'est rendu au musée du Bardo pour un hommage posthume aux victimes de l'attentat terroriste du 18 mars 2015, une attaque revendiquée par le groupe État islamique. Parlons de sécurité à présent en Somalie. Au moins 30 personnes ont été tuées dans un double attentat à la bombe dimanche dernier en après-midi à Baidoa, dans le sud-ouest de la Somalie, revendiqué par les militants islamistes Shebab. Maria Biogou nous en parle. C'est une nouvelle attaque qui a frappé la Somalie ce dimanche dans la région de Baidoa, ayant coûté la vie à une trentaine de personnes et occasionnant d'importantes blessures chez près d'une soixantaine. Un bilan des faits dressé ce lundi par le gouverneur de la province de Baï, Abdourachid Abdoulahi. Selon des témoignages concordants, ce double attentat aurait eu lieu dans un endroit fortement peuplé, avec dans un premier temps l'explosion d'une voiture piégée devant un restaurant populaire de la capitale régionale, puis celle d'un kamikaze au milieu de personnes qui tentaient d'échapper au premier attentat. Ces explosions d'une rare violence ont détruit les toits des immeubles avoisinants, pulvérisé les voitures alentours et dispersé des corps, des tables et des chaises dans toute la rue. Les Shebab, affiliés à Al-Qaïda, qui revendiquent ce double attentat, ont indiqué dans un communiqué, je cite, « Les Moudjahidines ont mené à bien 2 grosses explosions à Baidoa visant des restaurants où étaient réunis des membres de l'administration apostate du Sud-Ouest. Plusieurs soldats et officiels ont été tués. » Fin de citation. Malgré la présence des troupes de la force de l'Union africaine en Somalie, forte de 22 000 hommes, le nombre d'attaques des islamistes Shebab ne cesse de croître. En 48 heures, c'est le 2e revendiqué par ces derniers. Une réaction des terroristes qui ne facilite pas les choses pour l'AMISOM, menacée de voir le financement de l'Union européenne être réduit de 20%. Une annonce qui fait toutefois naître chez les présidents africains, dont le Kenyan Uhuru Kenyatta, un sentiment de déception. Une note de justice pour la suite de ce journal. L'agence anticorruption du Nigeria a accusé hier lundi l'ancien ministre nigérian de l'Intérieur de fraude et de blanchiment d'argent. Une accusation qui découle d'une enquête de la Commission sur les crimes économiques et financiers. Le compte rendu de Judith Kwendo. Abba Moro, ministre de l'ancien président Goodluck Jonathan, âgé de 59 ans, a été arrêté la semaine dernière par la Commission sur les crimes économiques et financiers dans le cadre de l'enquête sur un concours de recrutement de la fonction publique qui avait mal tourné en 2014. Près de 20 personnes avaient été tuées et des dizaines blessées en 2014. Au cours d'importantes bousculades lors d'une opération de recrutement des services d'immigration menée simultanément dans des stades de tout le Nigeria. L'opération de recrutement avait finalement été annulée et les jeunes chômeurs n'avaient jamais pu récupérer leurs frais d'inscription à hauteur de plusieurs millions de dollars au total. Aujourd'hui, 11 chefs d'accusation dans la fraude et le blanchiment d'argent ont été retenus contre l'ancien ministre de l'Intérieur et 2 autres hauts fonctionnaires de son ministère par la Haute Cour fédérale à Abuja.
Rappelons toutefois que depuis son arrivée au pouvoir, le président Muhammadu Buhari a promis de lutter activement contre la corruption endémique dans son pays et plusieurs responsables de l'ancienne administration ont été interpellés par la Commission sur les crimes économiques et financiers. Ouvrons le volet santé de cette édition d'information. L'épidémie des fièvres jaunes sévit en Angola depuis la fin de l'année 2015. Au total, 125 morts sur 664 cas, un bilan en hausse malgré les efforts des autorités selon le ministère de la Santé angolais. Léa Tam. Situation préoccupante pour l'Angola qui connaît une importante épidémie de fièvre jaune depuis la fin de l'année passée. À cet effet, le gouvernement a lancé une vaste campagne de vaccination ce mois de février en appelant les habitants à stériliser l'eau stagnante avant de la boire. L'épidémie qui s'est propagée au niveau national, surtout dans le sud, l'épicentre de la maladie reste la capitale Luanda où on enregistre 92 morts selon les chiffres fournis par le ministère. Soulignons qu'il n'existe pas de traitement spécifique contre la fièvre jaune. C'est une maladie hémorragique virale qui touche les régions tropicales d'Afrique et d'Amérique amazonienne. Elle peut cependant être combattue par la vaccination ou à défaut en se protégeant contre les piqûres de moustiques. Rappelons que l'Angola fait partie des pays d'Afrique où la vaccination contre la fièvre jaune est recommandée, bien que le pays n'ait pas connu d'épidémie depuis 1986, selon le ministère de la Santé. Revenons au Gabon suite aux catastrophes naturelles qui ont occasionné des dégâts matériels à Lambaréné et à Franceville. Le 17 février dernier, la Croix-Rouge lance un appel aux Gabonais de bonne volonté pour soutenir les sinistrés. Léa Atam, une fois de plus. La nature a encore fait des siennes dans la province du Moyen-Ogooué et du Haut-Ogooué, laissant des familles sans abri. En effet, des orailles se sont abattus dans ces deux provinces, occasionnant d'importants dégâts matériels à Lambaréné et à Franceville. Plus de 800 personnes à Lambaréné et 120 à Franceville se retrouvent sans abri. Face à cette désolation, le maire de Lambaréné dresse les besoins pour soutenir les sinistrés. Environ 40 000 tôles ondulées sont nécessaires pour reconstruire un habitat aux sinistrés. 2500 tôles bac à lu, 6 000 planches plutôt, 14 000 chevrons, 6 000 lattes, 2 500 kg de pointe ordinaire, 250 paquets de pointe de tôle alu, 2 700 kg de pointe ordinaire paquet. La Croix-Rouge, dans ses principes d'humanité et de volontariat, lance un appel aux bonnes volontés. En tant qu'auxiliaires des pouvoirs publics, nous avons le devoir de nous manifester pour lancer un appel aux dons à toute la population gabonaise afin de venir en aide aux personnes aujourd'hui qui se retrouvent sinistrées. L'État l'a annoncé qu'il y a un effort qui devait être fait à leur niveau, mais nous pensons également que nous devons avoir cette fibre de solidarité nationale afin que toutes les couches de la population puissent véritablement contribuer à l'aide à la résilience des personnes aujourd'hui impactées. Soulignons qu'aucune perte en vies humaines n'a été enregistrée, mais la mutualisation de nos efforts, teintés de patriotisme, est ici sollicitée. Un clin d'œil à la culture dans ce journal, Race 10 secondes de liberté. C'est le titre du film qui retrace la lutte menée par l'athlète noir américain Jesse Owens, couronné aux Jeux olympiques de 1936 à Berlin lorsque les nazis étaient au pouvoir. Une époque qui a certainement bouleversé l'histoire de cette compétition alors que Adolf Hitler régnait en maître absolu. Reportage. American people need champions. 10 secondes de liberté raconte l'histoire de Jesse Owens, encore considéré aujourd'hui comme le meilleur sprinter de l'entre-deux-guerres. On se souvient surtout de lui en raison de sa récolte de 4 médailles d'or aux Jeux olympiques de Berlin en 1936, aux 100 mètres, 200 mètres, relais 4 x 100 mètres et saut en longueur. Étonnamment, aucun long-métrage n'avait jamais été produit pour raconter une portion de cette histoire. C'est fou que personne n'ait encore raconté cette histoire au cinéma. On a fait 2, bientôt 3 séries de films avec la franchise Spider-Man, mais ça fait 80 ans que cette histoire attend. Et encore, il a fallu trouver du financement indépendant pour le faire. Ce long-métrage se déroule entre 1934 et 1936 et débute alors que Jesse Owens, athlète noir, est recruté et entraîné par Larry Schneider en pleine période nazie en Allemagne où sont organisés les Jeux olympiques de Berlin.
Plus on est ouvert à la transmission du savoir vers les jeunes, à aider les autres, à se faire un chemin, à leur tendre la main, plus on aura la possibilité de rassembler pour changer le monde, peut-être pas autant que Jesse Owens, mais quand même. Le jeune sprinter, âgé de 21 ans à cette époque, a remporté 4 médailles dans un stade olympique bondé sous le regard stupéfait et furieux d'Adolf Hitler. Une réussite qu'il doit uniquement à son arrogance et son ego. Larry, c'est le type qui dit « fais ce que tu dis et après on verra ». Il était sous pression constante et pour gérer cela, il buvait probablement. Mais c'est grâce à cette honte qu'il va ressentir devant sa propre arrogance et son ego qu'il va découvrir ses talents naturels d'athlète et qu'il va utiliser cette énergie pour sortir de lui-même et s'ouvrir au monde. Dans ce film, il s'agit également d'un rappel qu'en quelques secondes seulement, il y a 80 ans, le sprinter noir américain Jesse Owens a lancé un message fort au visage des leaders de l'époque, celui d'un peuple qui voulait que son droit à la justice et à l'égalité soit reconnu. Et dans le cadre du focus de ce journal, Armel Joim Bogo, notre envoyé spécial de retour de Port-Gentil, la capitale économique gabonaise, était sur le plateau du 20h d'hier soir pour nous parler des temps forts du séjour du chef de l'État gabonais. A tout de suite. Aziz Maïga, bonsoir. Vous êtes de retour tout fraîchement de Port-Gentil, la capitale économique du Gabon, par ailleurs chef-lieu de la province de l'Ogooué-Maritime, et vous avez accompagné le chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba. Alors qu'est-ce qui s'est passé concrètement dans cette partie du Gabon? Beaucoup de choses. Beaucoup de bonnes choses se sont passées déjà dès son arrivée à l'aéroport international de Port-Gentil, il y a quelques jours, il y a 2 jours exactement. C'est une liesse, c'est une foule, n'est-ce pas, d'une rare intensité qui est venue l'accueillir à l'aéroport. Je vous assure que le chef de l'État n'a pas lésigné sur les salutations. Il a salué tout le monde, des premières autorités de la ville jusqu'à la plus petite personne, n'est-ce pas, qui est venue effectivement l'accueillir. Donc le chef de l'État est allé visiter certains chantiers qui avaient déjà démarré pour voir l'effectivité effectivement de l'avancée de ces travaux, et il a été naturellement satisfait en commençant par cet aéroport, l'extension de cet aéroport international de Port-Gentil effectivement, qui deviendra bientôt l'un des fleurons en Afrique centrale. Il a par ailleurs également touché du doigt, n'est-ce pas, les réalité que vivent les jeunes de la ville en échangeant avec ces derniers et effectivement en promettant de faire des efforts sur certaines choses qu'il avait déjà faites à leur endroit, et ces derniers l'ont remercié et ont été également satisfaits. Il a visité les routes de la ville, il est allé jusqu'au stade, le nouveau stade effectivement de Port-Gentil qui va abriter la CAN 2017. Donc c'était autant de chantiers qu'il fallait visiter pour voir l'effectivité, comme je disais, de ces avancées. Alors, Armel Joim Bogo, vous étiez justement à Port-Gentil et on parle aussi de l'inauguration de ce pont d'Ozuri. Voilà. Vous êtes mieux placé pour nous édifier, nous et notamment les téléspectateurs. Peut-on dire que ce pont qui doit relier Port-Gentil et Omboué est désormais opérationnel? Oh, pas opérationnel, non. L'avancée, elle est significative. Ce pont est avancé d'au moins à 90%. Il reste juste quelques petites choses à finir. Donc moi, je pense que d'ici quelques semaines, quelques mois, ce sera opérationnel. La province de l'Ogooué-Maritime va enfin, n'est-ce pas, pouvoir rallier les autres provinces de par la voie terrestre. Alors, quel a été le temps fort de ce séjour dans cette partie du Gabon par le chef de l'État, Ali Bongo? Vous le connaissez déjà, le temps fort a été cette annonce faite par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, aujourd'hui, effectivement, devant ce pont. Et ça a été marqué par le symbole, effectivement, qui veut que le chef de l'État ait envie de rallier tous les fils, toutes les filles du Gabon, n'est-ce pas,
pour pouvoir lui donner l'opportunité de terminer ces chantiers qu'il a déjà entamés et de pouvoir continuer effectivement ces quelques chantiers qu'il avait déjà fait naître et qui portent des fruits aujourd'hui. On peut citer notamment la CNAM-GS, on peut citer la zone économique d'Hongkong, entre autres, on peut citer les hôpitaux. Et vous voyez aussi également ce qu'il a annoncé il y a quelques jours, le programme, n'est-ce pas, d'égalité des chances. Donc, c'est pour communier effectivement avec les populations de l'Ogooué maritime, leur dire qu'à l'exemple de ce pont d'Ozouri qui va rallier le reste du pays, je vous demande de vous rallier à moi pour que le Gabon effectivement demeure prospère. Pour que le Gabon demeure prospère, Ahmed Jory Mbogo, le président de la République Ali Bongo Ondimba a choisi la province de l'Ogooué maritime. On doit le rappeler, l'Ogooué maritime a été longtemps considéré comme un fief de l'opposition, une partie du Gabon hostile, il faut le dire, à la politique de l'émergence. Aujourd'hui, le président a choisi la province de l'Ogooué maritime. Comment a été perçu ce choix déjà par les populations port-gentillaises et pouvait-on s'attendre à ce qu'il annonce sa candidature à Port-Gentil? Lorsque le président arrive à Port-Gentil, je vous assure que ce n'était pas évident de savoir déjà qu'il allait pouvoir donner ce message. Mais lorsqu'il donne ce message et lorsqu'on voit les populations dans la ville de Port-Gentil en liesse dans tous les quartiers, et notamment celles qui étaient présentes au niveau de la foire municipale de cette belle ville, on a compris que les populations attendaient effectivement cette annonce, que les populations souhaitaient cette annonce, que le contraire, effectivement, aurait déçu les populations. Donc ce sont des populations de la province de l'Ogooué maritime et de la ville de Port-Gentil qui sont ravis que le président ait fait cette annonce, car elle croit, autant pour moi, ces populations aux différents programmes du chef de l'État. Elle croit, ces populations, à la politique de l'émergence. Elle croit, ces populations, effectivement, que le chef de l'État pourra terminer ses chantiers pour un Gabon, comme je le disais tantôt, prospère. Donc c'est une annonce qui était fortement attendue du côté de Port-Gentil? Oui, c'était une annonce qui a été fortement attendue, une annonce surprise, parce que personne, effectivement, ne savait pourquoi le président allait à Ozouri faire une déclaration. Qu'est-ce qui était dans le contenu de cette déclaration? Une annonce surprise, mais une annonce, effectivement, comme je vous le disais, qu'attendaient les populations. Vous savez, le septennat passé du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a démontré beaucoup de choses positives. Tout n'est pas parfait. Il a d'ailleurs notifié cet après-midi. Il avait d'ailleurs également notifié Hancock lors du dernier Conseil des ministres. Mais il souhaiterait effectivement qu'au bout du prochain septennat, avec les Gabonais, effectivement, qui voudront l'accompagner avec les nouveaux programmes qui sont sur table, tels que l'égalité des chances, effectivement, que beaucoup souhaitent, que tout le monde concorde dans l'union. Comme quoi le président est revenu sur le programme d'égalité des chances, on l'a notamment vu. Son allocution était quand même intitulée « Changeons ensemble » aussi. C'est ce que j'étais en train de dire. Changeons ensemble. Donc rejoignez-moi pour qu'ensemble nous changions le Gabon. Tout le monde veut la même chose. Et je puis vous assurer que même ces quelques personnes, n'est-ce pas, hostiles dont vous parliez, on n'a pas senti cette hostilité dans la ville de Port-Gentil. En fait, on s'est même posé la question de savoir d'où vient cette idée d'hostilité à la politique du chef d'État Ali Bongo Ondimba dans la province de l'Ogooué maritime. C'était à l'annonce du chef de l'État une ville, n'est-ce pas, qui soutient la politique de l'émergence. Voilà, mesdames, messieurs, c'est tout pour ce journal matinal. Merci de nous avoir suivis et très bon début de journée à tous, où que vous soyez sur le continent.